Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, chers amis, et également chers amis, parce qu'on est très nombreux et très nombreuses comme amis, et je reçois une invitée. Je suis ravie. Bonjour, Mélanie Prévost. On a le droit de dire ton nom ou c'est secret? Oui, on peut dire mon nom. Du podcast, je te le dis en off. Bonjour, Madame Meuf. Salut Mélanie, est-ce que je te le dis écrit comme ça? C'était en hommage à Patrick Bruel pour Je te le dis quand même. Je crois pas, hein. Ah, quelle bonne nouvelle. Mélanie, je l'ai invitée. Déjà, on s'est rencontrés à Women and Podcast, Ouais. et où on est pas mal de meufs à faire du podcast, à se rencontrer, et on en est fort aise. J'ai eu envie de t'inviter parce que tu es journaliste. Ouais. Experte aussi de nouveaux médias. Mhm. Et moi, je voulais qu'on cause de comment qu'on fait pour s'informer dans ce merdier bourbier atroce dans lequel, généralement, des idées de connards prennent le pas. C'est ça un peu le pitch. Vaste sujet. Ça te va ou pas? Ça me va très On bien. se lance un petit générique et puis tu nous apprends à nous informer bien sur ces nouveaux médias. Je vais faire de mon mieux. Allez. Merci, Madame Meuf. Salut, c'est Madame Meuf. Oh, yeah. Et bam. Et bam, c'est Madame Meuf. Bon, Mélanie, ouais, Oui. donc toi déjà, dis-moi un peu ce que tu fais. Donc ton podcast, qu'est-ce qu'il raconte? Alors, Et tes métiers. Pour te raconter mon podcast, je te raconte ce que je faisais avant, parce que ça a du sens dans pourquoi j'ai créé mon podcast. J'ai toujours rêvé d'être journaliste depuis que je sais parler, depuis que j'ai 7 ans. C'était mon rêve, tu sais, j'étais dans le canapé avec mes parents et je regardais Zone Interdite, etc. Et puis j'ai eu la chance et j'ai beaucoup travaillé et j'ai réussi à devenir réalisatrice de reportages pour la télé. Et puis quand j'ai réussi, je me suis rendu compte qu'en fait, dans les coulisses, mon rêve... en fait, ça m'embarquait pas plus que ça. Je trouvais pas trop de sens à mon travail. C'est pas un univers qui est non plus super bienveillant. Enfin, en tout cas, de mon expérience. Il y a sûrement des gens qui s'éclatent. Et du coup, j'ai un peu tout arrêté au bout de 7 ans. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et j'avais envie de partager les coulisses des médias. J'ai aussi observé qu'il y avait pas mal de gens qui pouvaient avoir de la défiance envers les médias. Et parfois, ils ont raison. Ouais. Et je me suis dit, comment moi, je peux transmettre l'amour que j'ai pour mon métier et aussi aider les gens à mieux s'informer. Justement, là, c'est aussi le sujet d'aujourd'hui. Et je me suis dit, en donnant de la transparence, en expliquant comment on fabrique l'information, racontant les coulisses. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer mon podcast qui s'appelle Je te le dis en off. Ok. Ça va, si ça te fout pas des procès à la sortie de cet épisode, c'est quoi qui t'a un peu sorti de ce milieu-là, outre que tu dis bon, c'est compliqué déjà humainement, mais professionnellement, c'est quoi qui t'a déçu? Parce que, alors, je pense à un livre que j'ai lu sur le métier des femmes journalistes, qui est de Claire Lemaître et Pauline Renaud, où je me suis beaucoup retrouvée. Mais on parle souvent du mythe du métier de journaliste quand on se fait tout un rêve d'un métier. Je pense peut-être qu'on l'idéalise trop. Et en fait, je pensais que j'allais changer le monde avec mes petits reportages, etc. Et en fait, ça reste aussi des médias qui ont besoin de faire de l'argent. Il y a une ligne éditoriale qu'il faut respecter, une durée. Au-dessus, on a une chaîne, un rédacteur en chef. On décide pas seul des reportages qu'on fait. Et moi, en fait, je pouvais pas traiter des sujets dont j'avais envie parce que ça intéressait pas ou c'était pas la ligne éditoriale, etc. Et j'étais ultra frustrée. Et en fait, au bout de 7 ans, je me suis dit, j'ai pas fait ce métier pour faire des sujets qui m'intéressent moins. Et du coup, j'ai découvert aussi les nouveaux médias, YouTube, etc. Et je me suis dit que ça pouvait être une super opportunité de faire ce dont j'avais envie. D'accord. Et donc, tu le fais aussi sur les réseaux sociaux? Ouais, alors là, je fais de la création de contenu et je vais bientôt... mon podcast, il est sur YouTube. Je fais de la création de contenu sur Instagram. Et là, je suis en train de développer d'autres nouveaux formats maintenant que mon podcast est installé parce que j'adore ça. Ok. Oui, bien. Et effectivement, oui, tu as une liberté de parole éditoriale parfaite. Mais justement, quand on va écouter et regarder tes contenus, on va avoir des contenus d'une journaliste. Ouais. Tu es toujours journaliste. Oui, je crois, oui. Mais qui vont être présentés de manière, comme on fait aujourd'hui, un peu spontanée, un peu incarnée, etc. Comment on fait pour pas se mélanger les pinceaux? Je te le disais en off, je le redis en on ou en in dans le podcast. Moi, j'ai des gamins, ils sont ados, une fille, un garçon. Ma fille, elle arrive assez bien à capter quelle est la différence entre... un esprit critique aiguisé. Un truc un peu promotionnel, un truc un peu... une blague ratée, un truc, voilà. Mon fils, pas du tout. Et vraiment, mon fils, il me sort des trucs, genre comme si c'était une info, alors que c'est un gars qui a donné son point de vue.
Et donc, il a pas du tout le geste de la vérification. C'est vrai qu'il y a une espèce de merdier quand même aujourd'hui où on se retrouve avec ces trucs qui ont tous la même tronche au final. Parce que les médias traditionnels sont obligés de se mettre sur les réseaux sociaux, donc font quand même des petites capsules plus ou moins bien. Ensuite, on a des nouveaux médias, style Brut, etc., qui sont, tu vas me dire si je me trompe ou pas, je crois, des trucs de journalistes. Ensuite, on a des gars qui sont pas mal, mais ils sont pas journalistes, mais du coup, ils sont peut-être orientés politiquement, etc., qui vont dire des trucs pas cons, mais comme en plus, ils ont un peu de superbe, ils vont réussir à nous convaincre, ce qu'on appelle la jurisprudence Éric Zemmour. Je dis des trucs avec beaucoup de confiance, alors que c'est des grosses conneries, mais il y a des gens qui les croient. Et ensuite, on va se retrouver avec des têtes de gland qui font des blagues, alors que c'est pas des blagues, c'est du racisme, par exemple, ou du sexisme, ou tout un tas de discriminations possibles. Donc, comment on fait pour dans tout ce merdier-là, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui a envie de s'informer correctement ? J'ai 1000 choses à dire. La première, c'est que ce que tu dis, toutes ces infos, on est un peu submergé. On appelle ça, tu sais, l'infobésité. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas. Ouais, c'est un mot un peu intelligent pour dire ça. En gros, ça veut dire qu'avec toutes les chaînes d'infos en continu qu'il y a, qui tournent en boucle, les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, en fait, on est submergé d'infos et on ne sait plus trop par où s'y retrouver. Avant, on avait la télé, les journaux et on se dit, bon, au moins, on sait qu'on peut se tenir à ça. Aujourd'hui, il y en a partout. Il y a même des journalistes comme moi qui se lancent sur les réseaux, donc on est perturbés. Je dirais, moi, je pense que déjà, ce qui est important, c'est que c'est pas parce que tu es créateur de contenu que tu peux pas faire de la bonne info. Et en fait, pour moi, c'est plus une question de déontologie. C'est un gros mot pour dire si on est éthique en fait dans notre métier de journaliste, et la base de notre métier, c'est les faits, c'est de vérifier ses sources et de citer ses sources. Et donc pour moi, c'est ça qui est déjà important. Et donc il faut déjà avoir développé un peu son esprit critique et se dire, ok, quelle est la personne qui va me donner l'info ? Est-ce que c'est le voisin d'à côté ? Est-ce que c'est déjà un journaliste ? Donc déjà un peu regarder qui publie, c'est déjà important. Est-ce que ça ne veut pas dire que quand ton voisin publie une info, elle n'est pas vraie, mais on va partir du principe que déjà, si ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît, etc., on peut déjà se méfier. Ensuite, quand il donne une info, un chiffre, est-ce que c'est sourcé ? Parce qu'en fait, on voit beaucoup d'infos qui circulent sur les réseaux, mais est-ce que ça sort d'une étude ? Est-ce que ça sort d'un article d'un média reconnu, professionnel, etc. ? C'est déjà un peu la base. Et voilà, en fait, développer son esprit critique. Et je pense que aussi se dire qu'on peut tous tomber sous le coup d'une fake news et ne pas croire qu'en fait, on est plus intelligent que les autres, parce que les fake news, elles vont aussi à l'exploiter. On pourrait peut-être le développer, mais tout ce qui est biais cognitif, etc. Donc, en fait, souvent, on a tendance à croire une fake news parce que ça va aller chercher un sujet qu'on croit connaître ou aller chercher une opinion qu'on a déjà. D'accord. Et donc, renforcer un truc. Voilà, c'est ça. Ça s'appelle le biais de confirmation. Ouais. Donc, le biais de confirmation, c'est si on a des biais cognitifs, c'est des raccourcis que peut faire notre cerveau pour aller plus vite. Et en fait, parfois, on va entendre passer une info, on va dire « Ah oui, je crois que je connais ce sujet, j'en ai déjà entendu parler. » Et en fait, du coup, on ne va pas aller vérifier, checker, vérifier les études. On va tout de suite croire ce qu'on voit parce que, en fait, ça confirme quelque chose qu'on croit déjà. Ouais, qui nous arrange. Voilà, c'est ça, exactement. Et là, c'est là où ça peut créer un problème, puisqu'en fait, on ne va pas utiliser notre esprit critique. On ne va pas dire « Oh, ok, peut-être que ça pourrait m'arranger que ça soit vrai, mais est-ce que je vais aller vérifier ?» Mais alors, je suis embêtée parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des médias d'opinion qui ont-ils une déontologie ? Aujourd'hui, il y a quand même... on est sorti il y a quelque temps de la congrégation... C'est presque pas pour rien. Du truc, là, de truc d'enquête là, parlementaire. Oui, la commission. La commission, voilà, la congrégation d'enquête parlementaire, c'est parce que Bolloré avait fait des signes de miséricorde dedans. Le truc d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, qui accusait l'audiovisuel public de fomenter un terrible complot en virant tous les Patrick et les boomers pour mettre des méchants gauchistes à la tête de toutes les émissions. Et donc, ce serait du terrible wokisme et ce serait de l'idéologie. Ok. Donc ça, c'était mené par un rapporteur qui était de la mouvance d'Éric Ciotti. Parallèlement à ça, on a évidemment Cyril Hanouna et ses comparses Pro & Co de CNews qui sont, enfin il n'est plus sur CNews lui, mais qui sont toutes les 5 minutes rappelés à l'ordre par l'Arcom pour des propos discriminants, qui racistes, qui sexistes. Ces gens-là, considère-t-on qu'ils ont une déontologie et considère-t-on qu'ils restent un média traditionnel ?
Alors en fait, il faut juste vérifier si ce qu'ils disent c'est sourcé, vérifier est-ce que d'autres médias vont recouper ce qu'ils disent ou parce pas. Que Europe 1 et le JDD vont le recouper puisque c'est la même famille. Ce côté-là, après, ça, on va aussi parler, il y a la concentration des médias qui rentre en compte puisque aujourd'hui, on a plusieurs, soit milliardaires, soit gros groupes qui rachètent beaucoup de médias, ce qui peut poser une question sur la diversité, la pluralité des opinions et donc du coup, ça, on peut se poser aussi des questions là-dessus. Moi, je pense qu'en fait, il faut développer son esprit critique et en fait, c'est pas parce que telle ou telle personne dit ça que c'est vrai ou c'est faux. Il faut aller vérifier, ok, ce qu'elle dit là, est-ce qu'elle a bien fait son enquête, pourquoi elle le dit, comment elle le dit, qui le dit, est-ce que c'est sourcé, quelle étude, et l'étude. On peut même pousser. C'est quoi la méthodologie de l'étude ? Parce qu'une étude, on peut citer une étude qui en fait, peut pas forcément avoir une méthodologie qui soit très éthique. Donc, il faut tout le temps en fait développer son esprit critique et recouper les sources. Mais avec la rapidité aujourd'hui, tu vois, la rapidité, je sais plus, l'autre jour, je lisais une info sur les classements sans suite des plaintes pour agression sexuelle. Et donc, il y avait eu un chiffre qui disait « Ah, c'est extraordinaire, ça a baissé ». Et puis moi, j'étais avec une copine qui est avocate qui m'a dit « Non, ça n'a pas baissé. L'assiette de calcul a été transformée. Donc, on a l'impression que ça a baissé. » Donc, c'est la méthodologie, imagines-tu le niveau de compétence qu'il faut pour aller chercher ça ? C'est-à-dire, comment on fait quand tu es dans un machin où tu es toute la journée en train de défiler, comment tu peux te dire « Ça, c'est OK ». Est-ce que, en fait, c'est comme... Enfin, je sais pas, c'est... Je ne sais pas pourquoi je fais cette comparaison-là, mais tant pis, j'y vais. Comme un théâtre, par exemple. Moi, les théâtres à Paris ou à Avignon, je sais quel théâtre va me faire une bonne prog. Donc, au lieu de chercher qu'est-ce qui existe partout, je vais me dire, tiens, dans tel théâtre, a priori, ça devrait être pas mal. Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il faut avoir un certain nombre de pages qu'on suit sur les réseaux en disant, bon, ça devrait être pas mal. Donc, je fais confiance. C'est comme ça, on fait en fait sa petite famille, sa petite boutique. Je dirais qu'il faut recouper ses sources et aller chercher un peu, voir des médias qui sont différents, qui ont des lignes éditoriales différentes. Ah ouais ? Oui, parce que en fait... la revue de presse, quoi. Oui, tu te fais une petite revue de presse et tu dis, bon, si tel média, au final, ils citent la même source, ils vont citer la même étude, ils font la même conclusion, ou en tout cas, ils sont proches, peut-être que je peux me dire que là, on n'est pas très loin de la vérité. Si c'est un média isolé, peut-être que tu peux un peu plus te poser des questions. Aussi, il y a un côté dans l'immédiateté des réseaux sociaux. Pour revenir aux réseaux sociaux, en fait, on va tous avoir tendance à vouloir partager quelque chose qui va nous choquer, qui va nous créer de l'émotion. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'il faut se poser la question, OK, qui a intérêt à ce que je partage cette info ? Et si je la partage, c'est quoi l'impact ? Est-ce que je peux pas juste ralentir, vérifier s'il y a d'autres médias, vérifier si demain, il y a d'autres personnes qui vont parler de ce sujet ? Et en fait, on n'est pas obligé de partager une info dès qu'on la voit. Ouais, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, le principe, l'intérêt du réseau social est de faire du flouze, globalement. Et donc, son intérêt, c'est que tu restes le plus longtemps possible. Or, quand est-ce que tu restes longtemps ? Quand il y a une publication où il y a 1 milliard de haters qui vont dire des trucs atroces et que, avec notre petite saloperie intérieure qu'on a tous, on va regarder et dire c'est sale, j'y vais, voilà. Et donc, ce machin-là fait que ça gonfle. Et donc, on va dire quoi ? C'est une éthique à mettre à nous-mêmes, c'est quoi ? Oui, en fait, il faut se mettre en tête qu'aujourd'hui, les fake news, elles sont autour de nous, elles existent, on peut tomber dedans, ça existe. Et pour être un bon citoyen, il faut en fait être dans l'action pour bien s'informer. Si on reste passif, en fait, on va suivre un algo. Et en fait, ton algo, c'est ce que tu disais, en fait, les plateformes, elles vont gagner de l'argent. Plus on reste longtemps sur une plateforme, plus il y a les pubs, etc. Ça les arrange. Eux, leur premier intérêt, c'est pas que tu sois bien informé. Et donc, c'est à toi, en fait, de protéger tes intérêts en disant, moi, en fait, j'ai envie d'être un bon citoyen, j'ai envie d'être bien informé et je vais faire l'effort d'aller suivre plus de médias, d'aller me dire, OK, je sais pas si tu connais le principe des bulles informationnelles. Oui, mais vas-y, explique. Ouais. En fait, les bulles informationnelles, c'est que comme les plateformes, elles ont envie que tu restes, elles vont te proposer plus de contenu avec lequel tu es d'accord. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, si toi, tu vas pas te confronter à ton esprit critique, avoir d'autres points de vue, en fait, tu vas toujours voir des contenus avec lesquels tu es d'accord. Ouais, et donc, ça renforce tes stéréotypes et l'impression que tout le monde pense comme toi. Exactement. Et puis, ça peut aussi, on peut se dire que ça peut créer une société qui se polariserait. Je sais pas si tu as remarqué ce qui se passe
à mort. C'est exactement ce qui se passe, évidemment. Parce que moi, quand tu me dis, vas-y, abonne-toi donc à d'autres médias, qu'à tes petits médias de gauchias, chère Hélène, virgule, si tu me dis ça, je vais dire, oui, d'accord, Mélanie, je vais aller voir sur le Figaro. Mais alors, si j'y vais en plus sur le Figaro, sur les réseaux sociaux, le Figaro, putain, les gars, ils sont tombés dans un jus de Éric Ciotti et de RN, et c'est devenu une espèce... Alors que c'était théoriquement un média, quand même. Enfin, t'avais Le Monde, t'avais le Figaro, t'avais des grands médias, machin. Et maintenant, c'est devenu Ils ne mettent en avant sur les réseaux que les trucs atroces qui vont faire du clic de haine, quoi. Et donc, c'est... Qu'est-ce que... Enfin, alors après, moi, je suis une sorte de vieille personne, quand même. J'ai 46 ans, donc je lis encore des sortes de choses. Non, pas du alors tout. Certes, j'acquiesce, mais pas du tout. Tu n'es pas je lis des sortes de choses sur mon téléphone. Alors, certes, de plus en plus loin, car je n'y vois rien. Mais tu vois, je suis abonnée à des trucs différents. Enfin, je suis abonnée à Libé, à Télérama, à tous mes trucs de gauche. Je suis abonnée, de gauche. Je suis abonnée à Courrier International. Je suis abonnée à Alternative Économique parce que je ne peux pas me désabonner. C'est salaud, je n'y arrive pas. À Mediapart, à machin. Bon, tout ça est quand même toujours un peu de la même mouvance. Mais donc, je croise, je chouette. Bon, moi, ça se croise pas. Effectivement, moi, je suis sur l'autoroute quand même. J'ai une variété d'infos, mais d'une tendance que j'ai choisie. Mais tu vois, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qu'on fait à part le fil AFP et encore, le fil AFP, est-il vraiment objectif? Alors, qui est objectif, en fait? Il y a un sujet sur la neutralité. Moi, je pense que dans tous les cas, en fait, un média, il peut pas être neutre. Il peut essayer d'être au plus près des faits. Quand tu es un média professionnel, tu vas essayer de chercher ton info en étant près des sources, vérifier tes infos, etc. Oui, ça c'est vrai. Mais il y a toujours une ligne éditoriale, il y a toujours un angle. Il y a toujours... en fait, les personnes qui écrivent, elles ont leur propre biais. Elles vont écrire par rapport à leur histoire, ils vont hiérarchiser une info. Donc, tu peux pas être 100% neutre. Par contre, un média professionnel, lui, il va sourcer, essayer d'être au plus près de la vérité. Ce que va pas forcément faire quelqu'un qui n'a pas la déontologie, etc., d'un journaliste. Ouais, ok. Alors, c'était hyper intéressant ce que tu disais sur actif et passif, là. Oui. Non, mais globalement, c'est ce Je pense que c'est ça l'enjeu, en vrai. C'est ce qu'on doit faire de notre vie. Mais par exemple, moi, tu vois, je donne des cours d'éducation aux médias dans des écoles. Et c'est très drôle parce qu'en fait, je leur demande comment ils s'informent. C'est toujours ma première question. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'ils s'informent. Souvent, la première réponse, est-ce que tu devines, c'est... les réseaux. Hugo Décrypte. Ah oui, Hugo Décrypte. Très souvent. Alors moi, je suis très contente parce que Hugo, tu vois, c'est un super média, etc. Mais moi, ce que je leur pousse à dire, c'est les réseaux, c'est super, mais aussi, ça a tendance à vous proposer des contenus qui sont très courts. Ouais. Comment ça raccourcit, en fait, des explications, des idées. Donc moi, je leur dis, mais les gars, écoutez, allez voir des documentaires, écoutez des longs formats. Moi, j'ai été... Bon, après, ça n'intéresse pas tout le monde, mais moi, j'étais au festival du documentaire Le Figra. Enfin, tu vois des docs qui sont incroyables, tu comprends tu comprends beaucoup plus des histoires, tu comprends plus ce qui se passe quand t'as une explication d'1h30 plutôt que raccourci d'une actualité sur 30 secondes. Donc moi, je conseille aussi d'aller lire des bouquins, écouter des podcasts. Pareil, quand on écoute un podcast, il faut se demander qui fait le podcast parce que pareil, ils sont pas soumis potentiellement avec des rédactions, etc., des chaînes qui vont fact-checker tout ce que tu dis. Donc on fait attention, évidemment, si la personne qui a le podcast, quand même, elle a une certaine déontologie, elle cite, etc., ses sources. Mais moi, je pense que le long format, ça fait du bien pour apprendre à réfléchir. Ouais, c'est vrai. Mais où est-ce qu'on les trouve, ces longs formats ? T'as du podcast, t'as des documentaires après qui passent à la télé, au cinéma, France Télé évidemment, ils ont des super docs. Arte. Oui, Arte, ouais. Et ça, oui, après le temps long, on est tous un peu nuls en temps long. Mais je pense que c'est important, tu vois, quand tu parlais d'actifs, je pense que c'est aussi important de pas s'obliger, mais quand même, il y a forcément des sujets qui vont t'intéresser sur lesquels tu peux aller voir un petit peu plus loin qu'un réel de 30 ou 40 secondes. Ouais, et tout à l'heure, tu parlais d'infobésité. Infobésité. Ouais. Y a aujourd'hui une angoisse majeure. Enfin, je sais plus... tu vois, quand tu te prends de l'Iran, de la Palestine, du Liban, t'as envie de te foutre sous un train. Et en même temps, t'as envie de t'informer. Enfin, tu vois, et il y a cette distance. Moi, il y a des moments
où je n'en peux plus, quoi. Non, Je mais n'en- Mais est-ce que tu crois qu'on est obligé d'être informé tout le temps, en temps réel, sur tout? Non, bah moi, des fois, je fais des dry. Non, mais des dry d'infos. De ouf. Bah, alors, un peu l'été, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est pour ça que toutes les lois de merde passent l'été. Mais. Je pense qu'il y a aussi une injonction sur les réseaux à toujours tout savoir ce qui se passe au moment T, surtout. Ouais. On n'est pas obligé de savoir tout. Enfin, tu vois, on peut s'informer, mais moi, je prétends pas tout connaître sur tous les sujets. Ouais, tu c'est vois. la bonne distance, en fait. Tu vois, actif-passif. C'est dans quelle mesure j'ai vraiment envie de savoir ça. Moi, je me souviens à l'époque des attentats de Paris. Hein, pour les plus jeunes qui écoutent, ça leur dit rien du tout. Mais au moment des attentats de Paris, moi, je n'allumais pas la télé. J'écoutais peu. Je voulais pas de son. Je lisais. Parce que la lecture me met à distance. Tu vois, il y a le langage quand même reformule vachement et voilà. Mais c'est c'est trouver cette distance-là. Tu quoi. vois, moi, Alors que t'es arrosé toute la journée. Quoi. Bah moi, tu vois, par exemple, je suis journaliste et l'affaire Mazan, c'est un truc qui m'a vachement touchée en tant que femme. J'en ai fait des cauchemars. Ouais. Et en fait, pourtant, c'est des sujets, je parle beaucoup du droit des femmes, etc. J'ai arrêté de m'informer sur ce sujet-là une fois que j'avais les infos principales parce que moi, ça me crée beaucoup d'anxiété. Et du coup, quand on m'en parlait, évidemment, en tant que femme, on en parlait beaucoup quand on se rejoignait pour boire des verres. Et moi, j'étais à moi, voilà, je sais ce qui se passe, je sais à peu près le principal, mais moi, c'est des sujets qui me créent beaucoup d'anxiété, donc je me protège. Et c'est OK, je pense aussi. Alors après, il y a l'info et il y a le commentaire de l'info. Et ça, c'est quelque chose qu'on subit, tellement sur les réseaux sociaux. C'est que tu as cette image-là, effectivement, de où en est la société. Donc, comme tu le disais, tout à fait clivé, tout à fait coupé en deux, polarisé, voilà. Mais tu vois aussi, tu entends et tu lis beaucoup ceux qui s'expriment beaucoup, c'est-à-dire les haineux. Les haters et les machins. Tu dois en avoir toi aussi. Putain, c'est un enfer. Moi, j'en peux plus. En fait, moi, j'ai mis des mots masqués sur mes réseaux sociaux, sur mes vidéos Insta. J'avais interdit vieille, moche, pute, salope. Et il faut que j'ajoute cancéreuse, parce que j'ai eu un cancer et maintenant, ça fait partie des nouvelles insultes que j'ai. Mais c'est vraiment une insulte. Oh là là. Et donc, mais en effet, non, mais je parle même pas des trucs que moi je reçois. Mais en fait, quand tu vas voir une vidéo, tu prends Mazan ou tu prends n'importe quoi, un truc politique, tu vas voir un déversement de haine et donc tu vas te faire cette image de la société, cet état arrêté de la société, où là, ça te sort peut-être de ta bulle, justement. Tu dis qu'on a une bulle informationnelle dans laquelle on est rassuré de nos propres biais, etc. Mais là, tu vas être confronté à tout ce que les Jean-Pierre que tu n'avais pas rencontré au café d'en face ont envie de te cracher à la gueule. Et donc, c'est aussi complètement démotivant. Quand tu vois pour les plus jeunes qui ne vont pas voter, mais tu m'étonnes, tu as l'impression qu'il y en a tellement qui sont cons que ça ne sert à rien. Enfin, tu vois, parce qu'en plus, comment ça se fait que ces gens-là sont plus bruyants? Tu vois, donc, il y a on prend moins le temps de dire c'est formidable, moi, j'ai adoré. Tu sais que j'essaye de faire ça sur mes réseaux. Alors, je suis une petite voix, mais ça me tient à cœur parce que aujourd'hui, je sais ce que c'est de créer du contenu, Et en fait, moi aussi, je me suis pris mes premières vagues de haters et je suis toute seule, moi, derrière mon ordi, je travaille toute seule et c'était ultra violent. Et en fait, mes proches, quand j'en parle, ils me disent oui, t'as choisi de te mettre sur les réseaux et puis t'as choisi de parler de féminisme. Je suis là. Et alors, je comprends pas. Et en fait, je me suis dit, parfois, c'est vrai, je le sais, je l'enseigne, mais t'es dans ta bulle et tu te rends pas compte qu'il y a des gens qui pensent ça. Et c'était ultra violent. Et donc, moi, j'essaye de dire aux gens, de ma petite personne, mais de dire, en fait, dites aux gens quand ce que vous voyez, c'est bien, quoi, parce que ça fait du bien, ça équilibre. Ça équilibre. C'est pas pour mon ego à moi, mais tu vois, moi, quand je me prends des rafales de 50 commentaires négatifs, et en fait, déjà, ça fait pas plaisir. Et en plus, je me dis, mais où sont les gens qui vont me dire en MP, il était trop bien ton épisode, ils sont pas là. Et du coup, ça donne l'impression, et là, tu vois, une fois, je me suis dit, mais on dirait que tout le monde a détesté, alors que, en fait, l'épisode, il a bien marché, que j'ai des bons commentaires. Mais c'est vrai que, sur le... Et je savais même pas si je devais les supprimer parce que... Ouais, j'en sais rien. Mais en tout cas, après, sur ces trucs-là, voilà. Donc, ça fait partie aussi, maintenant, c'est une autre manière de s'informer quand même. Les commentaires des gens font partie des... Tu vois, comme on est dilué dans ce truc, ramolli. On est quand même ramolli du cerveau quand on est devant aussi. Hein. Mais pareil, c'est pas sourcé. Enfin, tu vois, c'est un peu... C'est le on-dit majeur. Oui, voilà, c'est un peu ce que va dire le voisin d'à côté qui a pas du tout été... Ils étayent pas leurs propos, souvent, tu vois, donc... Mais donc, alors toi, c'est...
Comment on va faire ? Es-tu inquiète ? Alors, est-ce qu'en vrai, es-tu inquiète ? Je suis pas inquiète. Parce que il y a deux choses. Là, la semaine dernière, donc j'étais, je disais en off, j'étais aux assises du journalisme à Tours et ils ont fait une étude qui disait que 9 personnes sur 10 pensent que le métier de journaliste est utile aujourd'hui. Et ça m'a étonnée parce que moi, quand je raconte que je suis journaliste ou de ce que j'ai vécu sur le terrain, c'est pas tout le temps le cas, c'est pas toujours ce qu'on me dit, mais comme tu dis, c'est souvent les personnes les plus en colère qui disent ça. Mais du coup, je me dis, ok, les gens, ils commencent quand même à se rendre compte qu'on vit dans un univers où il y a beaucoup de fake news. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent, etc. Et puis, aujourd'hui, il y a plein de journalistes qui font des formats aussi géniaux, qui vont toucher la jeune génération. Moi, là, tu vois, au Figra, j'ai vu un documentaire super de Max Lolom qui a produit un documentaire qui est fait sur YouTube, mais aussi avec Arte. Et donc, en fait, les médias aussi, ils se mettent à parler aux jeunes, ils utilisent les codes, ils sont incarnés. Et il a fait une super série de docs. Et je me dis, en fait, les jeunes, ils ont aussi envie de s'informer et eux, ils sont au courant de tous ces sujets-là. Et moi, du coup, je ne suis pas désespérée. Okay. Ce serait quoi la défiance aujourd'hui vers les merdias ? Non, pour tous les gens qui disent ça. Non, vers les médias, c'est quoi la défiance aujourd'hui ? Encore ? Tu crois que c'est... C'est difficile de parler. Parce que... Non, mais il y a beaucoup ce truc d'association de pouvoir, associé au pouvoir, je pense que c'est ça, non ? C'est ils font partie de l'élite, bien ils font sûr, partie de... alors que pourtant, il y a tellement de journalistes qui sont en situation de précarité. C'est clair. Moi, tous les... Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis en train de monter mon collectif de femmes journalistes dans le digital parce que, justement, on sait pas, c'est très compliqué de se rémunérer. Moi, pour l'instant, je suis pas Léna Situation, je fais pas des millions de vues, donc c'est très difficile de se rémunérer. Et donc en fait, on a besoin de se serrer les coudes pour s'entraider parce que c'est difficile. Et les choix qu'on a fait de quitter des médias tradis et même dans les médias tradis, je suis pas propriétaire, Ouais. J'avais pas les moyens, mais là encore plus dans. Mais est-ce que tu as payé ta machine à laver moins cher? C'est bien ce truc. Ça fait partie des trucs qu'on dit, c'est comme les cheminots auraient la taxe charbon depuis toujours. Moi, j'ai toujours entendu dans les légendes urbaines que les journalistes, ils ont un truc pour payer moins cher leur électroménager. Et voilà, je suis pas au courant. J'ai bien à voir. Mais non, mais c'est vrai, mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, même quand je travaillais en télé, d'aller sur le reportage. Et du coup, une fois que la caméra est posée, tu passes la soirée avec les gens. Parfois, tu passes les vacances avec eux. T'es là pour leur mariage, donc tu crées des liens. Et en fait, ils pensaient que moi, j'allais être la princesse qui allait pas les calculer après le tournage. Et moi, j'étais en camping, j'étais avec eux. Enfin, j'étais toujours avec eux parce que, en fait, moi, je suis là de base déjà pour faire des rencontres. Et puis, en fait, moi, je gagne pas mieux ma vie qu'eux, parfois moins bien. Donc, en fait, on n'est pas du tout... Oui, il y a des patrons de médias qui gagnent bien leur vie. Oui, les présentateurs gagnent très bien leur vie. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pigistes qui galèrent aussi. Et du coup, on ne sent pas vraiment être l'élite. Tu vois. Ouais, et ça reste un métier passion. Ça reste un métier passion, c'est pour ça qu'on tient, malgré le fait parfois que ça soit compliqué de gagner sa vie. Ouais, mais bon, c'est vrai que ta stat, là, elle était encourageante, parce que quand tu vois aujourd'hui qu'on a tous les boules que les métiers pour lesquels on utilisait notre cerveau soient remplacés par l'IA. Il y a beaucoup de gens qui s'informent par l'IA aussi maintenant. Ah ouais ? J'ai plus les chiffres en tête. Ah ouais ? Ouais, ça arrive. Ouais, c'est dommage, j'ai plus les chiffres en tête, mais oui, les gens maintenant s'informent via ChatGPT, etc. Ouais. Et t'as essayé de sonder ça ? Moi, j'ai essayé de sonder politiquement ChatGPT. C'est pas simple. Non, moi je m'embrouille tout le temps avec lui parce qu'à chaque fois je lui dis tu peux citer tes sources s'il te plaît, et parfois il me dit désolé, j'avais pas de source, et je suis là Ouais. Mais du coup je me dis je suis encore utile parce que moi au moins j'essaye de citer mes sources. Mais donc si jamais on doit se dire qu'une seule chose, c'est parce que vérifier les sources en tout cas vérifier si quand il y a une info ça sort de quelque part ou si ça sort de la tête de quelqu'un qui l'a inventé ou pas. Il y a une chose que j'ai pas dit que je trouve importante, c'est la définition d'une fake news. C'est important de se dire, il y a deux choses qui sont différentes. Tu vas voir une fake news, elle va être créée pour être fausse, et il va y avoir une intention derrière de te manipuler. C'est pour ça que c'est important de bien s'informer, parce que derrière, il y a une intention. Il faut le différencier avec une erreur, une fausse information qui serait créée par le journaliste, où moi, je te sors là un chiffre et je t'ai dit une bêtise parce que mon cerveau a pas bien retenu, mais j'avais pas envie de te manipuler, tu vois. Il y a des endroits où il y a une envie idéologique, même sur les médias tradis. CNews qui présente l'avortement comme des morts.
une envie idéologique, tu vois. Enfin, mais de tout ça, effectivement, mais là, la fake news, c'est vraiment de créer du faux exprès derrière avec l'intention de te manipuler. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça existe et qu'en fait, si nous, on se protège pas, en fait, on peut se faire manipuler assez facilement si on reste dans le côté un peu passif, quoi. Ouais. Mais donc, soyons actifs. Ouais. Attends, je t'avais noté, parce que mon cerveau est pas très bon en ce moment, je t'avais noté une citation que je trouvais intéressante. Attends, si j'arrive à te la retrouver. C'était de Hannah Arendt et j'avais trouvé que c'était pas mal. Si j'arrive à te la retrouver, sinon tant pis. Ah oui. T'inquiète, on coupera. Mais je trouvais qu'elle était... c'était l'homme pour qui la distinction entre fait et fiction et entre vrai et faux n'existe plus devient le sujet idéal du règne totalitaire. C'est de Hannah Arendt. Et là, on a les boules. Je trouvais ça intéressant. Et est-ce que tu as peur politiquement pour la liberté de la presse ? Est-ce que j'ai peur ? J'ai de l'espoir. Je me dis qu'il y a plein de gens qui lancent leurs médias aujourd'hui, qui sont motivés, et j'espère que... le chiffre que je viens de te citer, tu vois, je me dis, si les gens sont conscients qu'on est utile, j'espère qu'ils ne laisseront pas les médias avec qui ont la déontologie de l'éthique mourir, quoi. Ouais. Mais on en revient à nos milliardaires. Bon, écoute, on regarde l'espoir, la Hongrie, tout ça. Moi, j'ai l'espoir. Bon, merci beaucoup, Mélanie, Je te le dis en off. Je te le dis en off. Non, je te le dis en off. Je te le dis en off, oui. Il faut que j'arrête de le dire à la façon de Patrick Bruel. Merci d'être venu nous causer de ça. On peut écouter tous tes épisodes si on veut en savoir plus sur le sujet. Oui, YouTube, toutes les plateformes audio. Voilà. Et puis, écoute, est-ce que j'ai une petite fake news à te balancer comme ça Pour m'énerver. Si, j'en ai une. Tu sais que Jean-Marie Le Pen, en fait, son œil de SS, là, non, ça marche pas. Non, parce qu'en fait, j'ai une fake news. Dans mon spectacle, je donne des fake news. C'est vrai ? Mais en fait, ça va dans des blagues qui vont avec tout le spectacle. Je peux pas la laisser tout seul. Et voilà. Et ça veut dire quoi ? Bam, promo personnelle. Ça veut dire, venez voir mon spectacle. Je joue mon spectacle à Paris le 19 mai à 19h à la Nouvelle Scène. Il faut absolument venir me voir. Moi, je vais venir te voir. C'est un nouveau spectacle qui s'appelle Testostérone. C'est pourtant un spectacle de filles incroyable. Pourquoi nous parle-t-elle de testostérone ? Parce que ça parle de la remontada de testostérone dans le monde aujourd'hui. Voilà. Venez donc me voir. Merci encore, Mélanie. C'était trop cool. Plaisir, Mélanie merci. Prévost, je te le dis en off. Pareil, un moment promo. Mettez des cœurs, des likes et des commentaires tout à fait bienveillants aux gens. C'est ça. Et dites-nous si l'épisode vous a plu. Si l'épisode vous a plu. Voilà. Et puis, à bientôt, chers amis. Et merci, Mélanie. Merci à toi.